La semaine dernière était la semaine des vétérans avec le 11 novembre, jour du souvenir et armistice de la Première Guerre mondiale, une façon de commémorer et de se souvenir de l'implication des Canadiens dans les différentes guerres. Cette semaine, nous vous proposons un extrait d'une émission d'archives appelée Mémoire, première partie, filmée dans les studios de TVCE à Petite-Vallée, une discussion entre Jacques Bouchard et Marc-Antoine Bellé sur les différentes guerres. Ce reportage que vous allez voir est un extrait d'une émission qui dure environ 1h15, dont l'intégralité est disponible cette semaine dans l'émission Enjeux de société. La semaine prochaine, nous aurons 3 entrevues avec des vétérans. Alors moi, c'est Jacques Bouchard. Je suis gaspésien depuis déjà 11 ans. Et puis aujourd'hui, on va faire une émission sous forme de questions et réponses avec mon neveu Marc-Antoine Bellé de Québec. Et le sujet va être évidemment le jour du souvenir, les implications que le Canada a eues depuis aussi loin qu'on peut se rappeler, les implications internationales, j'entends. Ma première question, je voulais savoir d'où vient cette date-là du 11 novembre pour commémorer le jour du souvenir? C'est le 11 novembre à chaque année. Les gens savent ça, c'est bien évident, là. Puis pourquoi spécifiquement le 11 novembre? C'est que la première guerre, qui était la guerre 14-18, la Première Guerre mondiale, l'armistice, c'est-à-dire le cessez-le-feu, a eu lieu le 11 novembre 1978. Puis pourquoi à 11 heures? Bien, c'était tout simplement que c'était la 11e heure du 11e jour du 11e mois. Alors, c'est pour ça que le chiffre 11, c'est quasiment un chiffre magique pour l'armistice, là. Alors, le 11 novembre de chaque année, on commémore le cessez-le-feu ou l'armistice de la Première Guerre mondiale, qui était la guerre 14-18. C'est ça, un coquelicot, c'est une fleur. Hein? Le coquelicot, c'est une fleur qui pousse dans des champs en Europe. Entre autres, les champs de la région des Flandres. Les Flandres, c'est le nord de la France, près de la Hollande, puis de la Belgique, puis ces places-là. Et on avait un Canadien qui avait fait la guerre 14-18, là, qui était un militaire, qui était un médecin. Et puis lui, à l'époque, il était capitaine. Capitaine, c'est un grade là, dans l'armée, c'est un grade d'officier. Et lui, il avait composé un poème. D'ailleurs, je l'ai ici. Le commandant, le médecin en question, s'appelait John McCrae. C'était un monsieur de l'Ontario. Et puis le médecin avait composé justement le poème qui s'appelle Au champ d'honneur. Tu sais, on l'a ici, là. Le fameux poème Au champ d'honneur. Et après ça, vu qu'il est décédé, bien, en commémoration, puis lui, il avait pris le coquelicot pour dire, bien, ça ressemble à du sang, c'est une fleur tachée par le sang. Nos soldats canadiens ont épandu leur sang dans la région des Flandres et tout ça. Et pour commémorer justement son souvenir, le Canada avait adopté à l'époque le coquelicot, et ça a été adopté par la suite par à peu près tous les autres pays, là. En 14-18, on était encore sous le dominion du Canada. Alors, on était une colonie encore en 1914. Donc, avant ça, on parle du 19e siècle, là. En fait, le 14-18, c'était le 20e siècle, mais au 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des Boers. Les Boers étaient un peuple en Afrique du Sud. Et évidemment, l'Afrique du Sud, c'était sous le joug, enfin, c'était dans l'Empire britannique. Alors, l'Empire britannique avait besoin de soldats pour combattre les Boers. À ce moment-là, ils ont fait appel à ce qu'ils appellent, à l'époque, ça s'appelait des coloniaux. Donc, le Canada faisait partie des colonies de l'Angleterre. Ils ont donc fait appel aux coloniaux du Canada pour aller combattre en Afrique du Sud. C'était la première fois que des Canadiens allaient combattre à l'extérieur du pays. Les soldats canadiens ont acquis leur réputation à Ypres, mais plusieurs soutiennent qu'ils ont forgé leur nation à la crête de Vimy. La bataille de Vimy est une étape décisive de notre histoire. C'est ici, dit-on, que le Canada a atteint sa maturité. La crête de Vimy est longue de 11 km et offre un excellent point d'observation de part et d'autre puisqu'elle domine une vaste plaine. Arthur Currie, de Colombie-Britannique, un ancien magnat de l'immobilier, est le maître d'œuvre de l'opération. Même s'il est sous les ordres des Britanniques, il adopte un plan de bataille qui n'est pas commun pour les commandants britanniques dans cette guerre. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. J'ai un livre ici, on va regarder ça tranquillement. C'est un livre qui s'intitule Le tranché, puis il y a beaucoup de photos dans ça, qui explique le quotidien de la vie des soldats à l'époque. Juste pour te donner une idée, une tranchée, on sait que c'est un trou qui est creusé dans la terre. Bien, les fosses septiques, c'est creusé dans la terre aussi. Hein? Ça ramasse l'eau. Donc, quand il mouillait, l'eau se ramassait là. C'est le point le plus bas. Donc, c'est clair que c'était, à toute fin pratique, toujours mouillé. Donc, quand c'est toujours mouillé, tu te promènes dans ça avec tes bottes, puis c'est clair que tu deviens les pieds tout mouillés.
Puis on changeait pas, les soldats se changeaient pas de bottes puis de bas à tous les 10 minutes. Là. Tu vivais avec ça. Alors le SS Lito, lui, a été coulé, comme je disais tantôt, en face du fort de Madeleine à plus ou moins 10 000. Il y a des gens autour des années 94-95, si je ne fais pas erreur, qui ont eu l'occasion de plonger pour aller voir ce qu'il y avait dans ce bateau-là. Et entre autres choses qui m'ont été dit, puis c'est des gens quand même sérieux qui m'ont mentionné ça, c'est qu'il y avait, entre autres choses, là, des chars d'assaut, il y avait des avions qui avaient été construits au Canada puis qui s'en allaient en Angleterre. On voit que c'était utile, la voie maritime. Là. Puis malheureusement, comme je disais, ce bateau-là a été coulé le 11 mai 1942. Il n'y a pas eu de décès. Le régiment de réserve des fusiliers du Saint-Laurent, commandé par le lieutenant-colonel Pinault, passe aux exercices stratégiques. Ce régiment est composé de cultivateurs et de pêcheurs, dont plusieurs sont des gens de l'autre guerre. Aux heures de loisir, ils s'entraînent au maniement des armes. Des saboteurs ont au fait de mettre pied à terre et de détruire tous les services publics. Rampant sur le chemin, les saboteurs veulent n'éveiller aucun soupçon. C'est incroyable la planification, ce qu'on appelle dans le jargon la logistique, que ça pouvait demander. Parce que c'est beau de débarquer des hommes sur la plage, mais après, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les habiller, il faut absolument leur donner de la munition au fur et à mesure, puis il faut des premiers soins, ça prend toute une logistique. Pour chaque homme qui se bat, ça prend en règle générale 5 hommes qui vont le supporter. Alors pour chaque fantassin, ça prend 5 hommes en arrière pour s'assurer qu'il est capable de faire le travail qu'il a à faire. De là l'importance d'avoir un port de mer. Donc ils l'ont fabriqué de toutes pièces. Alors c'est ça la fameuse maquette du village de Bernières-sur-Mer où le régiment de la Chaudière est intervenu. En fait, le régiment de la Chaudière est débarqué à Bernières-sur-Mer. Quand il s'en venait sur la mer, tantôt je te disais qu'il débarquait à partir de la mer, il débarquait sur des péniches de débarquement. On en voit des modèles ici, là. Alors, il donnait différents noms à ça, des LCA, des LCI. LCI, c'était Landing Craft Infantry, puis LCA, c'était Landing Craft Artillerie. Tu sais, il donnait des noms à toutes ces maquettes-là, ces péniches-là, mais au bout du compte, c'était pour débarquer soit des hommes ou du matériel. Pour se diriger, parce que ça prenait, tu sais, quand on a une boussole, on regarde puis on se dirige sur quelque chose. Pour se diriger, ils se fiaient sur le clocher de l'église de Bernières-sur-Mer. C'était leur point pour dire c'est là qu'on s'en va, tu sais, pour être certain qu'ils ne se trompent pas de village, là. Parce que la côte normande, les villages sont très près. C'est pas comme ici en Gaspésie où ce qui est un portage entre chaque village, là-bas, c'est vraiment collé. Et puis, il faut se rendre à l'évidence, c'est que ce char-là était efficace, mais pas au-delà des espérances. Surtout quand il arrivait contre le char d'assaut, ce qu'on appelait le Tiger allemand, là. Le Tiger allemand avait, et de loin, une meilleure portée, une meilleure crédibilité sur le champ de bataille. On dit toujours que le ratio était 1,5. 1,5, ça veut dire que pour un char allemand qui était détruit, 5 chars Sherman étaient détruits. Donc, ça en prenait 5 pour battre un Sherman. C'était le ratio. Il y a beaucoup de gens de ces régiments-là qui, justement, servaient de canards. Hein. Mm-hmm. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas battre le Sherman un contre un. C'est qu'ils s'en allaient, puis ils savaient aussi que parmi ceux, supposons les 6 ou 7 ou 10 chars qui étaient là, qui en reviendraient peut-être juste un ou deux, là, ils le savaient. Mais c'est la loi de la guerre, malheureusement. Okay. Alors, même si notre équipement n'était pas aussi bon que celui des Allemands par rapport aux chars d'assaut, le nombre de chars d'assaut qu'on avait était nettement supérieur à celui des Allemands. C'est ce qui nous a permis, entre autres choses, d'avoir un avantage, l'avantage du nombre. Donc je vous rappelle que ce reportage que vous venez de voir, c'est un extrait d'une émission plus longue qui dure environ 1h15, dont vous pourrez retrouver l'intégralité dans l'émission Enjeux de société cette semaine sur votre canal communautaire.